Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Mathieu Bock-Côté et Philippe Guibert pour parler de l'actualité du jour qui est au-delà de cette interview du président Tebboune et se situe dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec François Bayrou qui a donc déclenché d'abord le 49.3 sur le budget. Est-ce que ce budget est parfait ? Non. Mais je dois dire, dans les 10 jours, la France aura son budget, aura ses budgets, ce qui sera un signal de responsabilité, de stabilité, adressé à ceux qui sont les premiers concernés, à ceux qui s'inquiètent à juste titre, à nos concitoyens. C'est pourquoi, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement sur le texte de la commission mixte paritaire, complété d'amendements techniques et de coordination. Je vous remercie. Alors c'était prévu, il n'y en avait pas un, il y en avait deux des 49.3. Quelques minutes plus tard, François Bayrou déclenche le 49.3 sur le volet recettes du PLFSS. Le travail que l'équipe gouvernementale a fait sur ce sujet est, je le crois, de bon augure. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement sur l'article liminaire et la première partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans leur version adaptée par le Sénat et modifiée par les amendements déposés par le gouvernement et figurant en annexe du courrier que j'ai adressé à la présidente de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Et alors, tout ça est passé crème, comme disent les jeunes. Pourquoi ? Parce que le PS a décidé de ne pas voter la censure. Écoutez les explications du député PS Arthur Delaporte. Ce n'est pas notre budget. Nous avons d'ailleurs voté contre en commission mixte paritaire. Nous avons voté contre au Sénat. Ce budget n'est pas un bon budget. Pour autant, il faut un budget pour la France. C'est la raison pour laquelle le Parti socialiste a pris une décision, celle de censurer ce gouvernement à l'issue de la procédure budgétaire. C'est-à-dire que nous n'allons pas voter la censure ce mercredi sur le budget, mais nous déposerons à l'issue une motion de censure parce que nous nous opposons plus largement à ce gouvernement. C'est ce que nous signifierons la semaine prochaine. Donc la censure pas maintenant, mais il y en aura une, tandis que Mathilde Panot, LFI, c'est tout de suite. La logique veut que tous les opposants vote la motion de censure. Et cette motion de censure permettra définitivement de clarifier qui est dans l'opposition à ce gouvernement et propose une alternative, ce que nous faisons en rupture avec le macronisme et qui est en quelque sorte le supplétif des macronistes et continue dans un soutien sans participation à ce gouvernement. Voilà ce qui va se jouer ce mercredi. Fidèle à ce que nous avons toujours fait lorsqu'il y a eu des 49.3, nous déposons donc 2 motions de censure parce qu'il est hors de question pour nous de laisser passer de tels coups de force. Voilà donc pour l'épisode de ce budget adopté en attendant aujourd'hui avec cette motion de censure qui, avec LFI, j'allais dire tout seul, avec quelques écolos, du coup n'est pas passé. On va où comme ça, Philippe Guibert ? On va sur un début de recomposition de la gauche, je pense. Je pense que là, il y a une étape qui est importante dans l'histoire du nouveau Front populaire. Le désarrimage du PS du nouveau Front populaire, vous appelez ça une recomposition de la gauche ? Oui, je pense, oui. Parce que depuis 2022, depuis la NUPS, puis lors de la dissolution, le nouveau Front populaire, le PS était resté systématiquement arrimé à LFI, aux écolos, avait quand même beaucoup de mal à trouver une voie autonome. Arrimé aux ordres. Arrimé, et sinon aux ordres, au moins sous l'emprise. Et là, je trouve que le PS a pris enfin, je n'osais plus l'espérer, une décision autonome en fonction quand même du passé du Parti socialiste qui a été un parti de gouvernement et n'a pas suivi LFI. Alors là, on pourrait, certes, il dépose une motion de censure pour faire plaisir à quelques opposants internes qui étaient très décidés à voter la censure, mais qui est une motion de censure qui n'a de valeur que de symbolique, qui ne sera pas votée. Et je crois que Bayrou a quand même réussi son coup et qu'Olivier Faure
a réussi son coup et que on ne peut plus parler tout à fait du nouveau Front populaire comme avant depuis cette décision. Je pense que Villeneuve-Saint-Georges a pesé dans la décision. L'élection je pense municipale, la municipale partielle d'hier, le fait que Louis Boyard ne soit pas reconduit. La belle défaite de Louis Boyard hier. Je pense que la position de Lionel Jospin, très forte en fin de semaine dernière, a influencé, qui a encore une autorité morale, a influencé le Parti socialiste qui était hésitant. Mais en tout cas, c'est un fait politique qui n'est pas négligeable pour la suite. Et François Bayrou, centriste mou qu'on aime à critiquer et auquel peu croyaient au cours du mois de décembre, eh bien, est en train de réaliser la première partie de son pari. Mathieu Bocoté a mis un très beau costume vert, ça veut dire que c'est un synonyme d'espoir. Oui, ou d'attachement à l'Irlande. Mais c'est différentes possibilités. Mais au rugby ou c'est autre chose. Mais non, je regarde ça. Premier réflexe, c'est tout ça pour ça. C'est-à-dire tout ça pour un tel budget, toujours aussi socialiste, toujours aussi étatiste, toujours aussi écrasant sur le plan de la fiscalité, des règlements. C'est un budget, et socialistes de gauche, socialistes de centre, socialistes de droite peuvent y converger. Je note... Non, laissez-moi terminer pour quand je pense à un échange récent entre Darius Rochebin et Éric Lombard, qui m'a frappé. Alors, Lombard dit, le ministre dit, il ne manque pas de... Il n'y a pas en France trop de règlements, trop de normes, trop d'impôts, trop de fonctionnaires. Il manque simplement d'entrepreneurs. Et là, ça m'a frappé. J'ai eu envie de lui répondre, mais c'est pas moi qui posais la question. Mais vous pensez pas que c'est parce qu'il y a trop d'impôts, trop de normes, trop de fonctionnaires, trop de taxes et ainsi de suite, qu'il manque d'entrepreneurs en France et que les entrepreneurs décident de partir pour ailleurs dans le monde. Premier élément. Donc, ayant tout ça à l'esprit, ce budget, c'est un arrangement circonstanciel entre les parties du système qui s'accordent, qui décident de travailler ensemble pour se maintenir en place quelques semaines ou mois de plus. Sur le fond des choses, pour ce qui est du Parti socialiste, quand viendra le temps des élections, et il viendra, on verra qu'il sera parfaitement capable de se réarrimer au NFP, ceux qui aujourd'hui se disent en désaccord... C'est votre rêve pour pouvoir critiquer la gauche. Pas du tout, moi je constate que la gauche est au gouvernement. La gauche, les socialistes de gouvernement ont fait ce budget. Il a en partie raison. Lombard, Pannier-Runacher, la gauche du gouvernement est au gouvernement. Et ça, il faut quand même le c'est noter. des anciens socialistes, et en Madame plus, Borne contrôle le Conseil d'État, contrôle le Conseil constitutionnel, contrôle les différentes agences. Donc, à un moment donné, la gauche est au pouvoir. La gauche est au pouvoir là-dessus. Et je pense que pour ce qui est par ailleurs de l'autorité morale de Lionel Jospin, probablement pour 12 ou 13 personnes, mais au-delà de ça, Lionel Jospin n'est pas exactement... J'ai l'impression d'entendre quelquefois une figure, certes, c'est un homme intelligent, Jospin, mais c'est un homme qui n'a plus d'autorité aujourd'hui, autre que symbolique pour une génération d'octogénaires militants. Oui, vous êtes... Ça, c'est fait, comme on dit. C'est pas très gentil. Je dis pas que c'est gentil, je dis que c'est vrai. Moi, je dis juste que c'est fait, parce qu'après, on va encore me reprocher quelque chose. C'est faux, parce que d'abord, les 12 ou 13 personnes, ils sont au bureau national du Parti socialiste, en l'occurrence, donc ça pèse. Ça pèse sur ces personnes-là qui ont gouverné avec Lionel Jospin, ou qu'on fait leurs premières armes. Et qui prennent des décisions pour ce qui se dit dans l'hémicycle. Après, ça a été le cas aujourd'hui. Ils se sont mis d'accord en bureau national du PS pour ensuite ne pas voter la censure. C'est vrai. Mais pour vous répondre sur le fond, socialiste de gauche, socialiste du centre, socialiste de droite, avez-vous dit, j'ajouterais socialiste du RN, parce qu'il y a une chose que vous oubliez, Mathieu. Je pense que c'est le contraire. C'est, vous n'avez pas de majorité dans cette assemblée pour faire des réformes de fond, de réduction des dépenses. Est-ce que j'ai dit le contraire? Et la meilleure preuve est que Barnier, pourtant timidement, c'était pas révolutionnaire ce que proposait Barnier, mais Barnier, il est tombé sur une non-indexation des pensions de retraite pendant 6 mois. Et il est tombé pourquoi? Parce qu'il y a eu une coalition c'est pour ça que j'ai commencé à tout ça pour ça. Je termine. Il y a une coalition entre la gauche et le RN. Le RN, sur tous les sujets économiques, sociaux, budgétaires, finances publiques, n'est pas très éloigné de la gauche. D'ailleurs, le fait est que dans les lignes rouges qu'avait posées Madame Le Pen, il y en a un certain nombre qui sont les mêmes que le PS. Faut pas trop le répéter ni au PS ni au RN, mais la réalité est que sur les retraites, que sur les médicaments, les consultations, tout ça sont des lignes rouges parfaitement convergentes. Donc François Bayrou, son mérite est d'avoir dit, on peut pas. Mais moi, je ne veux pas accabler François Bayrou. Et donc, il faut un budget, et là, on peut pas lui donner tort. C'est un budget qui est médiocre. J'ai pas de problème à le dire, mais il en fallait bien un qui fasse quand même un petit effort pour réduire les déficits. Oui, mais donc voilà, il faut revenir sur terre un instant. Mathieu Bocoté. Quand on est dans une logique où on considère que l'ensemble de la classe politique, sauf à droite quelques-uns, considère qu'il est possible d'augmenter les impôts encore, qu'on maquille derrière le concept de justice fiscale
cette volonté de taxer les éléments les plus productifs, entre guillemets. On considère comme si en France, il y avait au moins une catégorie de la population qui ne payait pas assez d'impôts. Je pense que le concept de justice fiscale est celui derrière lequel se cache aujourd'hui une tentation socialiste nouvelle, et qu'on soit pas capable de comprendre à quel point, à mon avis, cette surcharge bureaucratique et fiscale et réglementaire qui écrase la vitalité de cette société merveilleuse qu'est la France, je pense qu'on ne voit pas à quel point ça participe au sentiment de faire le terme de justice fiscale, on en a longuement parlé hier avec le ministre du Commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, et on a bien vu lors de cette longue interview, Mathieu était là, que le terme de justice fiscale est c'est un peu ça dépend où on met la boussole, c'est-à-dire elle se tourne un peu vers. C'est une manière caressante de dire kleptocratie. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça dépend comment on l'apprend. La justice fiscale à la justice fiscale. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas une tentation socialiste, Mathieu. C'est de réalité socialiste. Vous avez raison. C'est là où vous vous trompez. C'est que l'ensemble de la classe politique de ce pays n'a fonctionné pendant 30 ans que sur la promesse d'augmentation de dépenses publiques ou sociales. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec un État social, alors tous les rapports le disent, en gros on est à 300 milliards d'euros au-dessus des autres pays européens qui ne sont pas des pays de misère sociale. Mais je partage votre analyse là-dessus. Et on est avec un État au sens civil des administrations civiles et militaires, et avec les collectivités locales, où il y a un nombre d'échelons et un nombre de réformes. Mais la réalité, c'est que les Français n'ont pas voté pour ça, pour réformer tout ça. Une des rares leçons qu'on peut tenir des élections législatives de juin-juillet dernier, c'est que de la gauche au RN, qui ont progressé les uns et les autres, il y a une volonté de protéger le pouvoir d'achat, de protéger l'État social. Mais vous noterez ce qui se passe un peu partout en Occident. Et de ne pas être favorable à des réformes de structure de l'État. Mais vous noterez ce qui se passe un peu partout. Pour ça. Je dis pas le contraire. De toute façon, il n'y a pas d'argent pour les réformes structurelles. Je dis seulement que le social-étatisme conditionne l'ensemble des partis politiques. Et tous en viennent à croire dans leur rapport à l'activité économique que la bonne manière de fonctionner, c'est quelle revendication puis-je faire pour obtenir telle subvention ou tel chèque. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui un peu partout dans le monde occidental? Il y a une renaissance étonnante d'ailleurs, j'allais dire d'une pensée libertarienne. Je suis pas libertarien moi-même, mais on constate soudainement une forme de constat qui s'est imposé de l'Argentine aux États-Unis, mais qui présente mais ça n'a rien à voir avec la France. Vous allez voir. Mais David Lisnard, pourquoi ça n'aurait rien à voir? Parce que l'État social n'est pas le même. Non, mais le fait est que il y a peut-être une mue à opérer. L'État social est devenu un État d'une obésité telle que finalement, il est presque irréformable parce qu'il y a trop de catégories sociales qui dépendent de la redistribution. À un moment donné, on tue la capacité de créer, d'engendrer cette richesse qu'ensuite la gauche aime partager. Vous savez, le nombre de catégories sociales concernées par l'État social et qui coûtent très cher, elles sont pas si nombreuses que ça s'appelle les retraités, 17 millions, d'électeurs particulièrement participant aux élections, et qui ont les pensions de retraite. Je sais bien qu'il y a de la pauvreté chez les retraités, mais les pensions de retraite globalement en France sont plus élevées que dans les autres pays européens, et on a un taux de remboursement des médicaments et des consultations qui est supérieur à la plupart des pays européens. Sur les retraites, vous aurez remarqué qu'on a une retraite par répartition qui est un système rarement repris dans d'autres pays. Comme dans la plupart des pays européens, et la capitalisation parce qu'ils ont des points la plupart du temps. Et puis, ça d'accord. C'est ça. C'est ce qu'a voulu faire Macron en 2000. Il y a certains pays qui optent aussi pour la retraite par capitalisation. On parlait des États-Unis, c'est comme le cas. Juste d'un mot, réforme par points, ça n'est pas passé en 2019-2020. Oui, on en avait parlé. La CFDT y était favorable, par exemple. Et c'est peut-être une occasion manquée. Et puis d'autre part, la capitalisation, personne en Europe ne veut confier le cœur de à titre complémentaire, oui, pourquoi pas, y compris d'ailleurs pour les fonctionnaires, mais le titre principal de la retraite, ça ne peut pas être la capitalisation. Non, mais c'est votre avis. Non, mais on peut retourner cette phrase en se disant qu'on va arriver à un moment, je crois, où la France aura besoin d'une forme de 58 bis. Donc ça, c'est non seulement la restauration du pouvoir de l'État dans sa dimension régalienne, c'est aussi un plan Pinay-Rueff bis, où on se dit on ne peut plus tolérer ce socialisme encrassé qui repose sur un socialisme mental, et auquel je pense qu'il est contraire à l'esprit d'entreprise bien des Français. Je vois Margaret Thatcher à la télévision. Oui, ça sonne le là. Elle était là à travers la voix de Mathieu. 20h44, une pause. On parlera d'autre chose dans un petit instant. Et puis vous pouvez écouter les podcasts sur Europe 1. C'est un record. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé le podcast Europe 1, les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Vous en voulez encore plus, beaucoup plus, vous découvrez Pierre Bellemare Plus
abonnement premium avec des épisodes bonus et des contenus uniques. Pierre Bellemare Plus, podcast Premium Europe 1, disponible exclusivement par abonnement sur Apple Podcast. À tout de suite pour le rappel de l'actualité.